Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Dansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Nicolas Vanier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, réalisateur, explorateur. Vous êtes un amoureux des animaux également. Et on va parler avec vous de ce tout nouveau livre qui paraît chez IXO, Polly. Alors Polly, ça va évoquer évidemment des souvenirs à beaucoup d'entre nous. Peut-être un temps que les moins de combien de 30 ans, 40 ans peuvent pas connaître. Certains d'entre nous, ceux qui effectivement voilà, mais en ont un petit peu derrière eux. Polly, ce poney qui nous a passionnés. Vous avez imaginé une autre histoire à partir de celle de Polly. On va en reparler dans un Cécile instant. Aubry. Oui, évidemment, c'est Cécile Aubry. Vous aviez réalisé Belle et Sébastien également. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi cet univers, de celui de Cécile Aubry, vous passionne. Et puis il y a un film qui va sortir évidemment avec Polly. Alors, on va commencer avec les audiences d'hier soir. Est-ce que vous regardez la télévision, Nicolas Vanier? Ça m'arrive, Oui. mais je préfère aller me promener dans les bois, surtout en ce moment, c'est tellement merveilleux. Oui, mais le il y a soir... des girolles, il y a il y a des fraises des bois, donc je préfère ça. Ouais. Mais le soir, non, le soir, vous n'allez pas dans les bois, si, quand même. Les actualités, puis parfois certains vieux films, mais pas fanat, non. Pas fanat de télévision. Même pas de série. De séries, de fiction, séries animalières. On devient vite addict. Oui. Ça m'est arrivé une ou deux fois. J'ai regardé parce que tout le monde en parlait, la Casa del Papel. Bon, effectivement. Mais encore une fois, je préfère les girolles et les fraises des bois. Vous êtes addict aux girolles. Voilà. Alors hier soir sur TF1, c'est The Resident qui est arrivé en tête avec 4 millions de téléspectateurs, même score que la semaine dernière. Deuxième position, c'était pour M6. On avait hier Philippe Etchebest, pardon, et c'était un vrai carton. 3 344 000 téléspectateurs, 16% du public qui était devant Cauchemar en cuisine. Et puis le documentaire qui lui était consacré a très bien fonctionné également. 2 231 000 téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. C'est une star, notre ami Philippe Etchebest. On a Isabelle en ligne avec nous. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier? Je crois que vous avez regardé Cauchemar en cuisine. Bonjour Valérie, bonjour les invités. Bonjour. Alors, Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine, oui. Ah bon. Et c'était un inédit. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est scotché par les histoires de cette émission. Hein. Exactement. En plus, moi, je suis dans le métier. Donc, du coup, Philippe Etchebest, c'est un grand chef qui est très respecté. Donc, du coup, on est toujours... à l'affût du dernier épisode, de l'épisode inédit. Et c'est vrai que c'est des causes qui nous tiennent à cœur. Vous êtes un peu sidéré de voir parfois le fonctionnement de certains restaurants, justement? Oui. oui. Moi, j'ai fait une école d'hôtellerie. Et effectivement, quand on voit certains restaurants, le fonctionnement et comment... ça se passe avec la clientèle, on se pose des questions par moment. J'espère que vous n'avez jamais vu des toilettes comme on a vu hier soir, parce que les toilettes d'hier soir, c'était quelque chose. Hein. C'est ça. Bon, moi j'ai pas tout vu, mais en tout cas, à chaque fois, il tombe sur des choses. Vous avez déjà regardé cette émission ou pas, Nicolas Vanier? Non. Donc Philippe Etchebest qui se retrouve dans des restaurants qui sont un peu en perdition. Voilà. Merci Isabelle de votre appel. Donc plutôt gros carton pour M6 hier. France 2 est arrivé en 3e position avec la série Romance. 1 895 000 téléspectateurs et puis des Racines et des Ailes. Ça, c'est une émission que vous devez regarder de temps en temps, Nicolas Vanier, non? 2 406 000 téléspectateurs. Ça a dû m'arriver une ou deux fois. Non, pas plus que ça. Je suis pas fanat pas plus que ça. Il y a une spéciale champignon en France. Voilà, quand il y a une spéciale girole. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Ah Valérie, Raoult par-ci, Raoult par-là. Alors vraiment, en ce moment, c'est Raoult Superstar. Et avant même le débat, le professeur marseillais avait ses supporters et ses détracteurs, comme Laurent Alexandre, médecin fondateur de Doctissimo sur LCI. C'était évidemment avant l'intervention. À part Philippe Douste-Blazy, Raoult et puis Péronne, il y a un consensus de tout le monde pour dire que la médecine que l'équipe Raoult-Péronne veut mener aujourd'hui est une médecine du passé, une médecine qui nous conduit vers le Moyen-Âge, une médecine de la mystification, une médecine qui se rapproche du charlatanisme. Hier soir, la totalité des sociétés françaises d'infectiologie, de microbiologie, tous les spécialistes français de la microbiologie, de l'infectiologie, des parasites, du monde des virus, ont fait un communiqué cinglant
en disant qu'il n'était plus possible de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Et puis évidemment, ses supporters, comme Marine Le Pen sur LCI. Est-ce que oui ou non, pris au tout début des symptômes, l'hydroxychloroquine pouvait éviter l'aggravation d'un nombre important de cas? Et c'est en tout cas le choix qu'ont fait un certain nombre de pays, et notamment beaucoup de pays du Maghreb, qui s'en sortent très bien. Hein. Si l'hydroxychloroquine permettait ce résultat et que le gouvernement a fait en sorte de ne pas l'utiliser et même de l'interdire, alors tout à fait évidemment, nous avons là les éléments d'un véritable scandale sanitaire majeur. Ou encore Michel Onfray qui a fait part d'une expérience personnelle. Ce que j'ai aimé chez le professeur Raoult dès le départ, c'est qu'il a eu un cap. C'est cette idée de dire, je fais cette proposition et il faut ajouter quelque chose d'extrêmement important. On teste, mais je suis pas dupe. Il a aussi dit des choses qu'on peut retenir contre lui. Hein. Je suis pas un dévot. Je dis juste que moi, quand je me suis retrouvé avec un infarctus, avec l'impossibilité de partir en hélicoptère un matin parce que j'étais à Argentan, qu'il y a eu du brouillard, etc. Il y a un Toubi Bacan par téléphone qui disait, écoutez, on peut prendre un risque. Il y a ce médicament, mais il faut que le patient soit d'accord. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque et j'ai bien fait de prendre le risque de ce médicament. Et puis après les débats, eh bien, ce fut l'audition du professeur par la commission d'enquête de l'Assemblée. Alors, il y a été à la sulfateuse, Valérie. Et là, il a tapé sur le conseil scientifique. Il l'a carrément ignoré durant toute cette période. J'ai tout le temps, ce que j'aurais dû transmettre au conseil scientifique, ça c'est de la science, je l'ai transmis directement et à l'Élysée et au ministère de la Santé. Tout le temps. Et donc il n'y a rien de nouveau que je n'ai annoncé avant à mes autorités de tutelle. Est-ce que ça répond à votre question ? Et puis ce matin, c'est un peu l'épilogue de toute cette journée. Le professeur Raoult était enfin sur BFM chez Jean-Jacques Bourdin. Alors là aussi, ça a faillité, comme disent les jeunes. Le professeur a même failli partir, Valérie. Je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, de votre pluralité, je m'en fous aussi. Voilà. Donc bon. Si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais ? Allez-y. Allez-y, de nombreux professeurs de médecine. Allez-y, allez-y. Ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Non, mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Ouais, Valérie, je vous ai gardé d'autres extraits pour votre 11h midi. On en parlera à 11h. Ça vous a fait sourire Non, Nicolas Vanier, vous avez suivi tout ça? Sur toute cette histoire, ce qu'il faut constater, surtout avec le recul, c'est qu'il y a eu tellement d'avis contradictoires. Absolument. Que lorsque j'entends Marine Le Pen qui critique de façon très facile le gouvernement, je pense que les décisions politiques étaient extrêmement compliquées à prendre parce que les plus grands de ce monde s'opposaient, disaient un jour blanc, un jour noir, parce qu'on ignorait beaucoup de choses. Donc avec le recul, c'est tellement facile de refaire l'histoire. Donc je pense qu'il faut avoir une certaine bienveillance à l'égard de ceux qui seront quand même donné beaucoup de mal pour essayer de nous sortir de cette situation. Ça veut dire que vous avez trouvé Macron formidable durant cette période ? J'ai une certaine bienveillance vis-à-vis effectivement de ces deux hommes, on va dire, et même plus que ça, de tous ces politiques qui effectivement étaient à la conduite de cette affaire, qui me semble très difficile. Voilà, c'est tellement facile. Disons que les critiques telles que j'en entends de Marine Le Pen et autres, effectivement, ça me mérite le poil. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Et c'est évident que lorsqu'on est face à une crise comme celle-ci, on va faire des erreurs. On le sait. Quand on mène une guerre, une bataille, on fait des erreurs. On peut pas tout réussir, mais je pense qu'il faut avoir une certaine bienveillance. Voilà. Vous l'avez vécu où, vous, le confinement ? Moi, je l'ai vécu de façon extraordinaire parce que j'étais avec ma famille en Sologne, donc voilà, j'étais dans les bois toute la journée, donc c'était vraiment formidable. C'était plutôt agréable. Vous écrivez, vous continuez dans ces cas-là, oui, c'est vrai que c'est des moments formidables pour pouvoir effectivement écrire. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours écrit en Sologne et du coup. Vous êtes attaqué à un nouveau livre. On va déjà parler de celui-ci, Polly. Donc Polly, c'était dans notre. On va peut-être écouter le générique. Je crois qu'on doit l'avoir, Jamel. Polly, Polly, polisson, saute par monts et vallons, danse, danse dans les prés, comme petite colère.
C'est tellement joyeux, c'est tellement. C'est vrai que c'était une période. Isabelle Aubray. Une période plein de couleurs, Alors c'est vrai que j'ai essayé de reprendre un petit peu l'ADN de ce qui a fait, je crois, le succès de cette série. En tout cas, ce qui a fait que ça m'a tant ému, moi, enfant. J'ai essayé de retrouver avec cet ADN-là, de redonner vie un petit peu à cette. Et comment ça se passe quand on s'attaque à un projet comme celui-là, ou comme Abel et Sébastien, c'est-à-dire des choses qui ont déjà existé, qui ont été tournées. Il faut demander l'autorisation aux ayants droit, ou on est libre de en ce qui concerne Belle et Sébastien, et ça a été la même procédure, on va dire. Moi, je me suis directement adressé à celui qui est devenu un ami, c'est-à-dire Mehdi, qui a d'ailleurs tourné dans Belle et Sébastien. J'étais amoureuse de lui, moi. Voilà, je me voyais pas reprendre sans avoir son accord, et j'ai eu dès le départ plus que son accord, parce que voilà, il a validé l'histoire, le scénario, l'esprit, et j'ai essayé de rester fidèle, encore une fois, à l'ADN. À l'ADN. Donc, Polly, ça paraît aux éditions Fixo, c'est vraiment les gens qui préparent leurs vacances, qui se demandent ce qu'ils peuvent lire. C'est vraiment un livre qui est un livre typiquement un livre d'évasion, et à la fois ça parle de nature, et puis il y a une certaine légèreté qu'on a un petit peu oubliée à notre époque. Oui, mais ça m'a surpris lorsqu'on a présenté pour la première fois la semaine dernière le film qui est terminé. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé en 30 ans pour être devenu aussi triste, à l'image de toutes ces voitures qui sont grises, alors qu'à l'époque, effectivement, tout était en couleur. Et donc, je pense qu'effectivement, ce livre respire le soleil, les cigales, et puis surtout, bien évidemment, l'amitié, même l'amour entre qui existe parfois entre un animal et un être humain. Je suis bien placé pour le savoir. Ça m'est d'ailleurs arrivé avec un petit cheval extraordinaire, lorsque j'ai traversé pendant un an, moi, les montagnes rocheuses à cheval, et je me suis beaucoup inspiré de cette relation incroyable que j'avais avec ce cheval qui s'appelait Punky pour écrire cette histoire. Et une différence, parce qu'on vous connaît évidemment pour vos expéditions, puis vos expéditions en chien de traîneau, la relation entre le cheval et le chien. C'est différent, parce que le chien ou les loups sont des prédateurs. Les chevaux sont des animaux qui n'ont besoin que de baisser la tête pour pouvoir se nourrir. Il y a donc, j'ose le terme, une intelligence qui n'est pas forcément la même, en tout cas qui paraît moins développée aux humains que nous sommes. Mais ça reste des animaux qui sont, et ça je l'ai découvert de plus en plus et depuis toujours, de véritables éponges qui reçoivent ce qu'on leur donne. Et c'est la même chose sur un tournage. Et donc c'est assez extraordinaire de voir effectivement ce qu'on peut obtenir, et c'est ça que j'ai essayé d'écrire dans ce livre, et de raconter dans le livre. Alors, moi, je voulais savoir, Nicolas Vanier, j'imagine que c'est pas le même Polly de l'époque, c'est un autre Polly. C'était en 61. C'est un autre Polly. Est-ce que c'est plus difficile de tourner aujourd'hui avec les animaux, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui sont très vigilants à ce sujet, et comment on trouve un cheval comme Polly pour tourner, et c'est combien d'heures de tournage? Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Alors, comment on tourne maintenant avec d'abord, effectivement, c'est formidable qu'il y ait aujourd'hui des règles, parce que c'est vrai qu'il fut une époque où on utilisait, entre guillemets, les animaux. Ensuite, il y a eu un casting, comme pour celle qui a incarné, donc un casting de poney, c'est-à-dire il y a certains critères physiques, comme pour un casting d'humain. Et puis surtout, après, on voit quelle est l'aptitude, bien sûr. Après, on voit quelle est l'aptitude aussi de l'animal à pouvoir comprendre des indications qu'on va lui donner, par exemple de déplacement, d'avoir aussi des attitudes, parce qu'il y a des chevaux qui ont certaines attitudes magnifiques, d'autres moins. C'est exactement comme pour un casting, on va dire, d'humain. On essaie de savoir quel va être celui qui va incarner le mieux possible le personnage et qui va pouvoir jouer. Et quand je dis jouer, c'est dans les deux sens du terme, parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'obtenir des animaux ce qu'on souhaite pour un film par le jeu, par le plaisir. Mais vous lui faites refaire la séquence combien de fois à Polly? Est-ce qu'il va faire Est-ce qu'on peut parler de refaire la séquence? Comme pour avec un acteur, parfois une fois, parce que c'est extraordinaire, et puis parfois 30 fois, parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Enfin, ça peut être 10, 20, plusieurs jours, on y revient. Tout dépend
dépend un petit peu des circonstances. Moi, je voudrais qu'on revienne au livre. Alors, c'est marrant les réactions de nos auditrices plutôt, parce que certaines nous disent on était toutes amoureuses de Mehdi, on était nombreuses. Et puis le générique, on a une auditrice qui nous dit c'est fou, en entendant le générique, les paroles me sont revenues. Donc il y a un écho effectivement chez beaucoup d'entre nous. Et cette histoire que vous racontez, elle est fidèle à ce que Cécile Aubry écrivait, c'est-à-dire sur, encore une fois, cette nature, ces animaux, parce qu'il y a un message dans le livre qui est sur les animaux de cirque, les animaux enfermés. Oui, il y a tout un débat là-dessus. Je crois que voilà, on est arrivé à la fin des cirques où on voit des lions ou autres avec le fouet, comme on a pu voir effectivement, et c'est bien. Et c'est vrai que voilà, cette histoire de Polly, elle glorifie encore une fois l'amitié formidable qui peut exister entre un homme ou une femme avec un animal. Ouais. Et vous regrettez ces années 60 ? Moi, je suis pas un homme du passé, mais je pense qu'avec cette accélération complètement folle du monde qui va nous mener je ne sais où, parfois il faut savoir regarder dans le rétroviseur. Et effectivement, il y a des choses qu'on a laissées derrière nous qu'il faut peut-être remettre à l'ordre du jour, qui sont peut-être effectivement de la couleur, un petit peu plus de légèreté, un peu plus de sobriété, pour reprendre ce livre que je suis en train de relire et que tout le monde devrait lire, qui s'appelle La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à un moment du monde où il faut réfléchir, où il faut ralentir, où il faut revenir un petit peu à ce qui finalement est évoqué dans ce livre et dans ce film. Et la jeunesse, c'est l'espoir ? Enfin, c'est aussi un petit peu le message du livre. Oui, c'est-à-dire que cette jeune fille, parce qu'il faut expliquer que c'est une jeune fille, Cécile, qui a pris la place de Mehdi dans la version que vous proposez de Polly. Et elle est extrêmement courageuse, elle a beaucoup de qualités, mais c'est une enfant et elle a des leçons à donner justement. Enfin, je mets leçons dans le sens positif aux adultes. Hein. Oui, d'ailleurs, moi je suis toujours très surpris de voir à quel point l'impact que peuvent avoir les enfants effectivement actuellement sur un sujet qui me préoccupe, qui sont par exemple l'écologie, le réchauffement climatique, etc. D'enfants qui le soir en rentrant chez eux disent aux parents oui, il faut que tu arrêtes ceci, il faut que tu arrêtes cela, il faut que tu tries, il faut que tu... Il y a aujourd'hui quelque chose de formidable qui est en train d'émaner effectivement de tous ces enfants du monde qui se lèvent pour nous dire vous n'avez pas le droit de continuer comme vous le faites, parce que vous allez nous laisser un monde sur lequel nous n'allons pas pouvoir vivre, et ils ont raison. Vous êtes un Greta Thunberg. Il y en a beaucoup de Greta Thunberg. Après, on peut critiquer ce qu'elle est, etc. Mais il y a, j'en vois tous les jours. J'ai l'immense honneur d'avoir 7 écoles en France qui portent mon nom, et je rencontre beaucoup de ces enfants, de professeurs qui font d'ailleurs un travail extraordinaire. Et c'est vrai que ça donne de l'optimisme, parce qu'on voit qu'il y a une vraie volonté, une vraie envie. Et je trouve que tous ces enfants devraient nous faire un procès de crime contre l'humanité, alors même qu'aujourd'hui nous savons, et il suffit de lire le dernier rapport du GIEC sur ce que va causer comme dégâts le réchauffement climatique, le coronavirus, et je suis désolé bien évidemment pour tous ceux que ça a touché, c'est pas grand chose à côté de ce qui nous attend dans 15 ou 20 ans si on continue sur le même... On s'émerveillait de voir des pingouins ou des canards dans Paris, mais la vie a repris le dessus. Il n'y a pas de pingouins dans Paris. Non, mais il ne peut pas des pingouins, des canards. Malheureusement, tout va redevenir comme avant. Vous êtes d'accord avec ça? C'est dommage de voir que finalement, la conscience, elle est sur 2-3 réseaux, et puis après, c'est la vie qui reprend le dessus, non? Il faut définitivement, on va changer des petites choses. Il y a des petites choses qui vont changer, mais c'est pas des pièces de la voiture qu'il faut changer, c'est la voiture. Ouais. Le livre est paru, donc Polly, c'est aux éditions XO, et le film va sortir quand? Il y a eu beaucoup de bouleversements. Le 7 octobre. Mais la date prévue aujourd'hui est le 7 octobre. Après, il y a eu beaucoup de bouleversements avec le Covid, de films qui ont été retardés. Il y a, comme vous le savez, eu quelques petits bouleversements dans la vie de nous tous. Donc, Polly, une version revisitée par Nicolas Vanier à lire et pour se souvenir de ce poney magnifique. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernelet.